Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, on va parler de violence dans le milieu scolaire, particulièrement auprès des travailleurs dans les écoles. On ne parle pas seulement d'enseignants, mais de tous ceux qui travaillent dans le milieu scolaire. Vous allez voir, là, ce sont des chiffres vraiment effarants et il faut faire quelque chose. Pour nous en parler, je reçois M. Jean-François Guilbeault, qui est le président du syndicat de Champlain, qui représente entre autres les écoles là, qui touchent Chambly et Carignan. Vous allez voir aussi que le syndicat du Haut-Richelieu est impliqué dans cette campagne. M. Guilbeault, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, bienvenue, ça me fait plaisir parce que on va parler de chiffres tantôt, là, mais c'est vraiment alarmant. Donc, vous êtes un peu à la tête de ce mouvement-là là, qui s'appelle X sur la violence en milieu scolaire. D'ailleurs, vous portez le symbole qui représente un peu la campagne. Peut-être nous parler un peu là, de ce qui a sonné un peu l'alarme pour lancer une telle campagne. Bien, vous savez, ça fait déjà au moins 10 bonnes années que les porte-paroles syndicaux en général alertent la population. On fait état de différentes situations, de cas qui nous sont rapportés, d'interventions qu'on fait sur le terrain. Et malheureusement, on est obligé de constater que la situation ne va pas en s'améliorant depuis les 10 dernières années. D'ailleurs, on a publié récemment un rapport là, qui faisait état pour nos centres de services scolaires, c'est les syndicats le syndicat que je représente, donc de près de 10 000 déclarations d'incidents et d'accidents en relation avec de la violence ou des agressions de toutes sortes là, sur nos 3 centres de services scolaires. Donc, 10 000 cas, c'est sur 2 ans. Hein? Sur 2 ans et des poussières. Dans le fond, ce qu'on avait observé, c'est que c'était en croissance. Et si on comparait l'année dernière avec les 4 premiers mois de l'année, là, on était déjà à près de 75 % déjà atteint en décembre par rapport au chiffre de l'année précédente. Et quand on parle de violence, est-ce de la violence verbale, physique, un peu des deux? On parle de tout. Là. Puis étonnamment, là, ce que je vais peut-être vous en apprendre, là, mais la violence physique très, très, très présente chez les tout-petits. Là. On parle de la maternelle, première, deuxième année. Et on va observer davantage de violences verbales de nature psychologique aussi, rendues avec les plus vieux au secondaire. Donc, évidemment, moi, je vous parle de la violence à l'endroit du personnel scolaire que je représente. Alors, vraiment, le portrait de la violence a énormément changé. Puis, je le répète souvent, l'école que vous et moi avons fréquentée étant tout petit, n'a plus rien à voir là, avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les milieux. Là. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, cette violence-là des enfants envers le personnel? Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est multifactoriel. Puis ici, ce qui est important, la campagne, elle ne veut pas trouver des coupables. Dans le fond, ce qu'on souhaite faire, c'est de démontrer que la situation, elle est importante, qu'on doit agir, qu'on doit trouver des solutions. Mais c'est multifactoriel. Il va sans dire que la violence, elle n'apparaît pas dans l'école. Elle arrive dans l'école. Donc, moi, j'ai toujours dans le même discours, les adultes autour des enfants, en quelque sorte, on doit s'assurer de contrôler le message, contrôler les comportements. Les enfants apprennent par l'exemple. Je vais oser dire quelque chose. Je suis peut-être complètement champ gauche, mais je viens d'une autre génération. Dans notre génération, lorsqu'un professeur parlait aux parents et disait qu'il y avait un comportement, que l'enfant avait un comportement, le parent avait tendance à donner raison au professeur. Moi, je pense qu'on a la situation inverse. Lorsque le professeur rapporte quelque chose aux parents, les parents ont tendance à croire l'élève plutôt que le professeur. Je suis-tu dans le champ? Ah. On observe, mais je ne veux pas généraliser, je ne veux pas mettre tous les parents dans le même panier parce qu'on a des... Mais on a cette tendance, on va vers cette tendance-là. Hein. On a des parents collaborateurs. On a des parents qui ne collaborent pas. On a des parents qui sont aussi agressants à l'endroit du personnel, donc qui vont débarquer dans l'école, qui vont d'abord rencontrer et affronter souvent la secrétaire d'école qui va accueillir ce parent-là. La direction d'école va subir les foudres aussi. Et puis, on a des pare-feux comme ça qui finissent par arriver au personnel, soit les services de garde ou encore les enseignantes, les enseignants. Tout le monde finit par y goûter. Que ce soit aussi par les écrits, parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses se font indirectement. Donc, les médias sociaux, les courriels, on reçoit des textes, des messages avec, évidemment, je vous épargne tous les qualificatifs dont le personnel de l'éducation peut être victime. Là. Bon. Donc, vous portez un X mauve. C'est pas un hasard que le symbole de cette campagne-là soit un X mauve. Peut-être nous expliquer un peu ce qui... Ah, clairement. Le X mauve, le X, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est qu'on refuse. C'est un symbole fort. C'est un symbole où on fait le choix de... Quand vous savez, on va voter aux élections, on met un X, on met une croix. Mais là, on fait un X, on fait le choix de ne pas accepter la violence. C'est une façon aussi de l'afficher pour le personnel dans les écoles, de se montrer que face à moi, je n'accepterai pas la violence.
Le mauve, bien évidemment, c'est la couleur qui a été utilisée à travers l'histoire là, pour dénoncer les actes de violence. On l'a vu à l'endroit des femmes, le mauve a été utilisé. On l'a vu à travers aussi les personnes âgées qui sont victimes de maltraitance, etc. Donc, c'est un symbole qu'on a trouvé qui faisait finalement là, figure de... c'est ce qui devenait évident d'utiliser. Donc, on est en pleine campagne donc de prévention. Peut-être nous parler un peu de cette campagne-là, ce que vous souhaitez faire, ce que vous faites pour justement sensibiliser les gens à ça. En fait, il y avait plusieurs étapes. La première étape, c'était de rassembler. De là, le symbole qui rassemble les gens autour. Il y a eu aussi d'informer. Donc, on a fait la publication du fameux rapport dont je vous ai parlé. Et on veut aussi mobiliser les gens. Donc, il y a eu une intervention, d'ailleurs, qui a eu lieu il y a 2 semaines déjà à l'Assemblée nationale, où les syndicats, là, beaucoup de syndicats de la Montérégie, mais d'un peu partout, là, qui se sont joints au mouvement. Là, on n'est plus juste de Montérégie. Là, j'ai des syndicats qui arrivent du Bas-Saint-Laurent. J'en ai de la région de Port-Neuf, de Québec, des Laurentides, de la Rive-Nord de Montréal, qui se sont jointes au mouvement. On s'est présenté à l'Assemblée nationale à l'invitation du Parti québécois pour aller dénoncer sur la tribune de la presse, évidemment, ce qu'on observe sur le terrain. Et aussi, ce qui était fort intéressant, c'est que le Parti québécois, ainsi que tous les autres partis à l'Assemblée nationale, ont ce jour-là adopté une motion à l'unanimité commandant une enquête nationale sur la violence en milieu scolaire. Et ça, c'est un pas en avant important parce qu'on doit avoir la vraie lecture de ce qui se passe sur le terrain. Je le répéterai jamais assez, malheureusement, comme on banalise et on minimise la violence dans le réseau scolaire, ce qu'on observe, c'est une sous-déclaration. Fait que moi, je vous impressionne avec mes 10 000 cas, mais la situation est sans doute beaucoup plus préoccupante que ça. Parce que là, on parle simplement de votre territoire, là, qu'on parle de 10 000 cas. Là. Exactement. On ne tient pas compte de la région ici là, de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que j'en fais pas partie, mais mes collègues là, du syndicat d'enseignement du Haut-Richelieu vont lancer, eux autres aussi, la campagne dans les écoles et les centres de la région à partir de la semaine nationale prévue par le ministère de l'Éducation, qui est du 23 au 29 mars prochain. Parce que le syndicat du Haut-Richelieu était présent lors de la conférence de presse il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale pour appuyer le mouvement que vous faites. Donc, quand on parle donc, de personnel, donc les gens ont tendance à penser aux professeurs, mais c'est plus large que ça. Là. On parle de tout le personnel qui travaille à l'intérieur des établissements scolaires au Québec. J'ai envie de vous dire effectivement qu'on va, autant je l'ai nommé tantôt la secrétaire d'école, le concierge, on va parler des techniciens d'éducation spécialisés qui sont au front souvent, ces personnes-là, ces professionnels-là qui vont venir éteindre les feux lorsqu'il y a des situations d'élèves qui se désorganisent. J'ai envie de vous parler des éducatrices en service de garde qui, elles, arrivent en début, fin de journée et pour lesquelles ils ont plus de services associés aux enfants qui ont des enjeux. Vous savez, il y en a qui ont des services dans les classes, mais une fois qu'on arrive au service de garde, ils se fondent dans la masse comme les autres et ils n'ont pas les mêmes leviers, les mêmes outils pour pouvoir intervenir. Alors, évidemment, ils en sont énormément victimes. Et dans ce qu'on a constaté dans le rapport que nous, on a présenté, parce que je représente aussi du personnel de soutien, il y a une forte proportion qui vient de ce personnel-là qui en sont malheureusement victimes là, au quotidien. Bon. Vous venez donc de la région de Chambly-Carignan. Donc, pour avoir démarré donc, ce mouvement-là, vous avez dû constater donc qu'il y a certaines écoles qui étaient à problème. Est-ce qu'on peut généraliser à toutes les écoles ou c'est certaines écoles dans des endroits précis où c'est plus problématique? Est-ce qu'on peut généraliser? Non, on ne peut pas généraliser. Est-ce qu'il y a des milieux plus difficiles que d'autres? On est obligé de le constater, effectivement. Il y a des enjeux socio-économiques qui sont sous-jacents à la violence. Donc, des milieux un peu plus défavorisés, milieux donc, qui ont des enjeux qui vont malheureusement présenter davantage. Mais je suis obligé quand même de dire que ce qui est quand même généralisé, c'est la présence. En quantité variable, soit, mais la présence de gestes de violence, j'en ai dans tous les établissements. C'est malheureux, peut-être pas en même quantité. Et c'est là qu'on a, comme société, je pense, là, comme adultes autour de nos enfants, à se questionner sur ce qu'on présente comme modèle à ceux-ci. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi le système d'éducation a la difficulté à recruter des gens pour travailler dans les écoles? Bien, je dirais que ça ne fait pas bonne presse. Donc, c'est peut-être un élément, effectivement, qui peut rebuter certains nouveaux candidats. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, elle peut être en partie affectée par ce peu d'attraction pour le milieu scolaire. Mais j'ai envie de vous dire aussi, ce qui contribue malheureusement avec la violence, c'est aussi une forme d'exode. J'entends parler des techniciens d'éducation spécialisée qui en ont ras-le-bol, qui décident de tout simplement quitter parce qu'ils n'ont même plus les moyens de faire leur vrai travail. C'est le vrai travail de prévention, de prendre du temps avec un enfant pour pouvoir regarder son comportement, l'éduquer, l'amener vers apprendre d'autres habitudes.
ils n'ont plus le temps de le faire. Ouais. Ils se font qu'éteindre des feux à gauche puis à droite. C'est ça, parce que ça m'amenait à cette réflexion-là. C'est peut-être que les moyens en place sont inefficaces actuellement pour contrer ce genre de violence-là. Un manque de personnel ou les gens sont mal outillés pour faire face à ce problème-là. Bien, il y a de ça. Il y a le fait, effectivement, qu'on a probablement un manque de formation. Ça prend un certain leadership aussi dans un établissement pour être capable de mobiliser toute son équipe école vers des solutions, vers la mise en place de façons de faire qui sont encadrantes et cohérentes. Et ça, bien, malheureusement, je suis obligé de constater, il y a tellement de roulements dans les établissements que d'être capable de pouvoir mobiliser une équipe, ça prend une direction stable, ça prend une équipe école stable. Et vous l'avez nommé, il y a une pénurie, il y a du roulement chez le personnel de direction dans les établissements. C'est pas aidant pour être capable d'avoir tous les bons outils en place. Bon, je sais qu'il y a une demande d'enquête nationale, mais le Parti québécois a aussi proposé que les élèves violents fassent des travaux communautaires. Je ne veux pas aller jusqu'aux travaux communautaires, mais est-ce que des sanctions ou des punitions envers les élèves qui sont violents, ça freinerait la situation ou au contraire, les étudiants n'en font pas de cas et s'ils sont violents ou ont l'intention de faire du mal, ils vont le faire quand même? J'ai envie de vous dire qu'on est dans un milieu scolaire. Et dans un milieu scolaire, il ne faut pas échapper non plus qu'on a comme responsabilité d'éduquer et d'aider ces enfants-là à développer des habitudes de socialisation. Ça fait partie de ce qu'on doit faire comme réseau scolaire. Maintenant, il y a quelque chose à trouver, une zone mitoyenne entre éduquer, parce qu'on peut expliquer des comportements violents. Dans la plupart des cas, on peut tous les expliquer. Mais il ne faut pas les excuser pour autant. Et c'est dans cette zone-là qu'on va devoir effectivement naviguer, trouver les façons de pouvoir intervenir efficacement avec cohérence et constance, qui est souvent, malheureusement, le bas qui blesse dans le réseau scolaire, là, parce qu'on agit de manière disproportionnée, pas de manière équitable, pas toujours de la même façon, puis on n'envoie pas toujours le bon message. Donc, ça prend un leadership, je l'ai dit tantôt, et ça prend donc une équipe école qui va se mobiliser pour être capable. Donc, les travaux communautaires, c'est une option, mais est-ce que c'est la solution? Au même titre que j'ai envie de vous dire qu'on l'a vu là, dans la région de Longueuil, lorsqu'il y a eu des situations de violence dans le coin de Brossard, on a fait débarquer la police. Ce que ça fait, ça crée une zone d'apaisement, un sentiment de sécurité momentané, mais on n'est pas venu régler le problème de fond avec tout ça. Et c'est là que je pense qu'il faut, je le répète, comme adulte autour des enfants, se remettre en question. En une minute, qu'est-ce que vous souhaitez donc de l'enquête nationale? Qu'est-ce que vous souhaitez comme conclusion de cette enquête? Bien, que cette conclusion-là nous amène à un portrait clair et net de la situation et pas que statistique, qu'on nous amène sur des pistes de solutions qui sont probantes, qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre de trouver des solutions sur le terrain. Et j'ai envie de vous dire aussi que les professionnels qui travaillent dans le milieu scolaire, là, ils les ont souvent les solutions, c'est juste qu'on ne prend pas le temps d'aller les voir puis de les consulter. Bon, en tout cas, on va souhaiter que la situation se résorbe, que cette enquête nationale apporte des solutions. On ne peut pas l'enrayer, mais on peut à tout le moins souhaiter que ça diminue et que les professeurs et que tout le personnel de soutien dans les écoles puissent travailler dans un environnement de travail sécuritaire, sain, et c'est pour le bien du personnel, mais aussi des élèves, des autres élèves qui sont quelquefois touchés par ricochet par cette violence-là dans les écoles. Des travailleurs dans un milieu sain vont amener un milieu éducatif sain pour les enfants. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Guilbeault, d'être venu nous en parler. Ça m'a fait plaisir. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. Depuis la semaine dernière, les commerces peuvent prolonger leurs heures d'ouverture dans le cadre d'un projet pilote d'1 an. Donc, les commerces peuvent être ouverts de 6 heures à 21 heures, mais c'est au choix des commerces, donc c'est de façon volontaire.
Pour nous parler de ça et d'un autre dossier très important, soit les travailleurs étrangers, je reçois M. Michel Milot, qui est le président et directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. M. Milot, bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous accueillir. Également. Donc, j'expliquais donc ce projet pilote. Donc, en fait, ça a été un projet pilote dans 3 villes du Québec que le gouvernement a décidé donc de prolonger pour toutes les municipalités du Québec, mais de façon volontaire. Comment les commerces d'abord d'ici voient ce projet-là et est-ce que les commerces vont adhérer à cette demande de Québec? Mais ça l'a fait plaisir, surtout aux géants, aux grands là, de ce monde. Le petit commerçant du coin, là, lui, il a pénurie de main-d'œuvre. Il travaille déjà 6 jours par semaine dans son magasin. Ils font énormément d'heures. D'être ouvert de plus le samedi soir puis le dimanche soir, c'est pas une attraction pour eux autres, puis c'est pas quelque chose qui est intéressant. Fait que non, je pense pas que vous allez voir les commerces, particulièrement, exemple, du centre-ville, qui vont être ouverts, là. C'est sûr, les gros comme Carrefour Richelieu, eux autres sont contents parce qu'ils offrent une possibilité de plus à leurs commerçants, mais il n'y aura pas foule, là. Donc est-ce que les commerces ont déjà réagi? Est-ce qu'ils ont fait des récriminations à la Chambre de commerce pour cette décision-là de Québec? Oui, bien oui. Ce qu'on entend, c'est j'ai des problèmes de personnel. On a des heures à respecter pour les étudiants. Hein, on se souvient que c'est maximum 21 heures par semaine. On a des restrictions d'heures. On a des problèmes de personnel. Je ne vais pas ouvrir plus, puis c'est moi qui vais faire les heures parce que c'est ça qui va arriver. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on a implanté ce projet pilote-là l'an passé, c'était dans des endroits un peu plus touristiques, où presque à l'année, les gens visitent ces endroits-là, ces villes-là. De l'imposer à Montréal, Québec, Magog, Tremblant, par exemple, ça peut avoir du sens. Mais pour une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, surtout l'hiver, c'est pas quelque chose d'applicable. Mais tu sais, même en été, dans le centre-ville de Saint-Jean, là, le trottoir, il n'est pas plein de monde. C'est pas comme le Vieux-Québec, le Vieux-Montréal, Mont-Tremblant, qui a un attrait touristique sur différentes affaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attrait ici, mais l'attrait est différent. Pas de là à dire aux commerçants ça va valoir la peine d'être ouvert. Oui, c'est ça. Mais est-ce que les chambres de commerce vont faire des recommandations au gouvernement pour... parce que là, ça reste quand même un projet d'1 an. Est-ce que les recommandations vont aller au sens contraire au moment où le gouvernement va vouloir l'imposer de façon permanente? Probablement, parce que, tu sais, le gouvernement, il dit... Ça va aider à la compétitivité, ça va aider avec le web, tu sais, les gens qui magasinent sur le web. Mais c'est faux. En réalité, la personne qui magasine sur le web, c'est parce qu'elle va être assise dans son salon chez elle. Fait qu'elle va avoir le choix entre un géant du web ou le commerçant. Donc, les incitatifs seraient beaucoup plus enlignés vers... Avant de cliquer sur un géant, as-tu regardé dans ton local? Oui, développer, en fait, ce qu'on a voulu faire avec le fameux panier bleu. Exactement. De le développer de façon différente, mais pour aider les commerces indépendants à ce que les consommateurs puissent acheter là, même si c'est en ligne, au moins ça aide le commerce local. Exactement. Il y a un gros pourcentage d'achats en ligne présentement. Ça a parti surtout de la COVID, mais ça a resté. Donc, c'est là qu'il faut aller capitaliser puis dire on va diminuer la compétitivité avec les géants. Donc, on va dire aux gens d'ici, il ne faut pas s'attendre à ce que les commerces soient ouverts jusqu'à 21 h les soirs de fin de semaine. Hein? Vérifiez les heures d'ouverture sur Internet avant. Oui, hein? Un autre dossier important, on en a parlé beaucoup. Là, Ottawa, la semaine dernière, a modifié les règles qui concernent les travailleurs étrangers. En fait, on prolonge d'1 an leur visa de travail, mais ça touche simplement quelques régions. Le Haut-Richelieu n'est pas encore touché par ces recommandations-là. Peut-être nous parler un peu de la décision d'Ottawa et de ce que vous demandez, en fait, au gouvernement pour que le Haut-Richelieu ait, pas sa part du gâteau, mais soit reconnu par sa géographie. Bien, la première chose qu'on a demandé quand le gouvernement fédéral a sorti la règle là, de le RMR, là, de sortir Saint-Jean-sur-Richelieu de la région de Montréal métropolitaine, parce qu'on n'est pas dans la région métropolitaine. On n'est pas loin, mais on n'est pas dedans. Donc, ceci nous pénalise excessivement. Donc, nous, ce qu'on dit dans notre première demande, revoir la région métropolitaine, sortir le Haut-Richelieu de là. Puis là, ça va peut-être nous aider. Mais encore là, le gouvernement fait une pause pour 1 an. Il transfère ça dans le cours du provincial. Le provincial s'en va en élection à l'automne. Donc, c'est comme encore garder les entrepreneurs sur peut-être que je vais perdre mes travailleurs étrangers.
On peut-tu régler le problème une fois pour toutes? On en a besoin de ces travailleurs étrangers-là, on le sait, là, c'est énormément de main-d'œuvre, puis on le dit depuis le début, c'est de la main-d'œuvre que les Québécois ne veulent pas souvent. Oui, c'est ça, parce que là, les chambres de commerce du Québec ont écrit une lettre, là, vous vous êtes joint à cette lettre-là pour dénoncer un peu cette décision d'Ottawa-là, qui n'est pas une mauvaise décision. Il aurait fallu l'appliquer, l'élargir, en fait, pour permettre à la région ici d'en profiter. Et oui, parce que là, là, ils visent surtout les régions. Mais nous aussi, là, on est proche de Montréal. Malheureusement, on a des problèmes de main-d'œuvre. On est à 5,5 % de chômage présentement à Montérégie. On est pénalisé par cette loi-là. Donc, y a-t-il quelqu'un qui va dire on va reviser les territoires puis on va le sortir là, au Richelieu de là? En fait, vous êtes de ceux, je pense, qui auraient souhaité qu'on maintienne le statu quo, que les travailleurs étrangers qui sont déjà installés, qui sont déjà ici, restent ici, qu'on trouve une façon de les garder, mais qu'on contrôle ceux qui vont arriver. Ça, c'est plus facile à faire que d'essayer de contrôler ceux qui sont déjà en place, qui ont un travail, qui sont intégrés, mais qui, malheureusement, pour des raisons X, vont probablement devoir quitter. Exactement. Puis, il y en a que ça fait plusieurs années qui viennent, plusieurs mandats de 3 ans qui ont. Puis, on leur dit, là, bien, ça va être ton dernier mandat. Puis, on sait que c'est tellement long qu'après 1 an et demi, il faut déjà que l'employeur commence à remplir les papiers pour prolonger un autre 3 ans. Puis là, on vient de tout couper ça. Mais est-ce qu'on vous explique pourquoi on tient à ce que le Haut-Richelieu reste dans la région de Montréal pour des raisons de chiffres? Est-ce qu'on vous l'a déjà dit clairement? Non, non. Il y a quelqu'un à Ottawa qui a décidé que la région métropolitaine, il a fait un beau cercle autour de Montréal, puis il a dit ça appartient à la région métropolitaine. Malheureusement, le compas, il est allé jusqu'au Richelieu, là. Mais c'est sarcastique, mais il reste que ça fait énormément de tort à la région. Bien, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de la région qui bénéficient de ces travailleurs-là, justement, qui sont installés. Puis, parce que, contrairement à Montréal même, il y a beaucoup de terres agricoles, il y a beaucoup d'entreprises qui sont liées à ce secteur-là et qui ont besoin de ces travailleurs étrangers-là, justement, pour... Oui, puis le bassin, puis la possibilité à Montréal est différente qu'en région. Oui, tout à fait. Parce que venir à Saint-Jean, là, en autobus, là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, le parcours du combattant, là, mais c'est pas une demi-heure, là. Non. Faut que tu prends le REM, après ça, tu prends l'autobus, après ça, rendu au terminus, tu reprends un autre autobus. Elle se rentre dans le parc d'Iberville, tu pars de Montréal, c'est une affaire de 2 heures, 2 heures et demie, là. Fait que, tandis que quand tu travailles à Montréal, bien, tu as le métro, tu as les autobus, donc tu peux te déplacer. C'est beaucoup plus facile pour la main-d'œuvre. En fait, la décision d'Ottawa ne fait que repousser le problème d'1 an, de toute façon, parce que dans un an, on va en reparler. On sera probablement assis, on va reparler du même problème. On va se rejaser de ça. Oui, c'est ça. On va parler de d'autres sujets. Il y a la 61e édition du Gala d'excellence qui s'en vient. Donc, ça a été la fin des mises à candidature en fin de semaine. Oui, ça s'est terminé. Notre dernier dépôt a eu lieu à 23h59. Comme à chaque année, on en a toujours un qui est sur le bord du minuit. Même des fois qui dépasse un peu. Un peu comme les échanges dans la Ligue nationale. Là, on attend, ça finit à 3 heures, mais on annonce toujours ça après. Oui, on garde la candidature secrète. On a eu une 60aine de dépôts de candidature. Quand même, on est très, très contents. Sensiblement la même chose que l'année passée. Donc, depuis les dernières années, là, on joue entre 60 et 72 environ, là. Dernier décompte non officiel, on était à 64, 65. Là. On va avoir un beau gala. Fait qu'on est bien, bien contents. Bon, tant mieux. Fait que là, on attend l'annonce de l'animateur puis de comment la soirée va se dérouler. Là. Exactement. Tout ça va être dévoilé au mois d'avril en même temps que les finalistes chez Saint-Jean-Hyundai. Bon, bien, parfait. Il y a 2 événements qui s'en viennent. J'aimerais qu'on en parle. Il y a d'abord ce dîner conférence le 20 mars avec 3 femmes inspirantes. Lisanne Richard, Caroline Proulx et Maude Grégoire. Je reçois d'ailleurs Lisanne Richard plus tard cette semaine. Elle va nous parler un peu de sa participation, mais peut-être nous parler de cette conférence-là, à quoi ça consiste. Bien, en fait, ça, c'est venu à l'idée de souligner l'entrepreneuriat au féminin pendant le mois, on va dire le mois, là, parce que, tu sais, dépendamment des ministres, la Journée de la femme, c'est le 8, mais nous, on a transformé ça en mois pour la cause. Souligner la part de la femme dans l'industrie, souligner la part de la femme en général. Concilier famille, travail pour la femme en 2020, 25, 26, 27, c'est quoi ça représente aujourd'hui? C'est beaucoup, beaucoup de défis, même si l'homme en fait de plus en plus à la maison, mais c'est quand même un gros défi.
Donc, on veut tout ça, on veut mettre ça au grand jour, là, puis connaître les enjeux, que ce soit en politique, que ce soit l'entrepreneur, que ce soit Lisanne comme athlète. On veut connaître ça, tous ces enjeux-là, là, famille, sport. Donc, c'est la Corporation Fort-Saint-Jean. Oui, ce le 20 vendredi. mars. Il reste encore de la place, Bon, d'ailleurs. parfait. Dépêchez-vous. Puis il y a le 25 mars aussi, il y a un atelier là, pour faciliter la transition et le changement grâce à l'intelligence relationnelle. Ouais. C'est quoi ça? Bien, en fait, le IA est de plus en plus à la mode, donc on veut, dans la prochaine année, de mieux utiliser l'IA puis mieux permettre aux gens de l'utiliser. Donc ça, c'est le 1-2. Il va en avoir plusieurs. Il va y avoir un colloque là, sur l'intelligence artificielle qui va venir plus tard, là, en 2026, là, dans la deuxième portion de l'année. Donc, Mais j'aime beaucoup quand vous amenez ça grâce à l'intelligence relationnelle. Parce qu'on peut se servir de l'intelligence artificielle, mais encore faut-il que c'est encore notre pensée, notre volonté qui fait en sorte que toutes les décisions doivent être prises de façon rationnelle et relationnelle. Exactement. Puis tu sais, tu as beau utiliser l'intelligence artificielle, il reste là qu'à la fin, là, c'est la personne qui est devant le clavier qui va prendre la décision de dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, puis il reste de la relation là-dedans, relation humaine, puis c'est ça qu'on va voir dans cet atelier-là. Parfait. Dernier dossier, j'ai reçu récemment le nouveau directeur général par intérim de NextDev. Les relations sont très bonnes, mais il souhaitait quand même collaborer davantage avec la Chambre de commerce pour plusieurs projets. Quelle serait, d'après vous, une bonne façon d'augmenter de rehausser, en fait, la relation entre NextDev et la Chambre de commerce? Bien, dans le passé, la Chambre, elle a toujours été là pour collaborer. Par contre, il y a des dossiers qu'on était comme un peu à l'écart, puis pas méchamment, mais on était un peu à l'écart. Comme exemple, la défense, le dossier de la défense, la Chambre aurait dû être interpellée parce que nous, on a des membres que ça peut interpeller également. Donc, mais tous les dossiers, en général, de développement économique doivent être travaillés, que ce soit de l'industriel ou du commercial, doivent être travaillés en équipe pour la progression de la région puis que l'économie se porte mieux. Puis c'est ça le but des deux organismes, c'est le développement économique. Donc, on va mettre tous nos outils puis nos savoir-faire ensemble pour développer davantage. Oui, parce que les dossiers sont très nombreux et très importants pour la région. Et je pense qu'une collaboration, je pense que c'est la volonté, je pense, de NextDev, autant que de la Chambre de commerce, de pouvoir développer ces dossiers-là ensemble. On va avoir une belle collaboration. Bon, bien, on l'espère bien. Merci beaucoup, M. Milo. Merci, au plaisir. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.